Les signaux les plus dangereux ne commencent pas toujours par des tirs ou des explosions. Ils apparaissent dans le silence quand un État ferme soudain ses frontières et suspend toutes les activités touristiques, comme l'a fait le Burkina Faso pour une durée de 3 mois après un coup d'État manqué. Si des individus ont pu entrer légalement sous couvert de tourisme, que dit cette décision sur le niveau de menace perçu par le pouvoir d'Ibrahim Traoré et sur la confiance accordée aux flux étrangers ordinaires? Un pays en alerte redéfinit ses priorités. L'enjeu dépasse la suspension du tourisme pendant 3 mois, car ce secteur n'est ici qu'un vecteur, pas le cœur du problème, selon les autorités. Ce qui est en jeu, c'est la manière dont un État redéfinit la frontière entre ouverture et vulnérabilité, quand il estime que des canaux civils ont été exploités à des fins politiques ou sécuritaires. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la priorité affichée est claire: prévenir une répétition plutôt que réparer après coup. Ce point change l'angle de lecture, car il lie directement un événement sécuritaire majeur à un canal civil censé fonctionner sur la confiance, et c'est cette rupture qui a déclenché la décision de suspendre le tourisme pendant 3 mois. Depuis plusieurs semaines, le pays est engagé dans une phase d'enquête intensive. Arrestations, analyse de communication, recoupement de déplacements et examen de réseaux présumés sont évoqués par le gouvernement comme des éléments encore en cours d'exploitation, sans que l'ensemble du tableau ne soit rendu public. Les autorités affirment que certains individus seraient arrivés séparément à des périodes différentes, sans signe visible de coordination, avant que des schémas ne commencent à émerger à travers les données collectées. Cette lecture transforme l'épisode du coup manqué en un phénomène perçu comme préparé, financé et influencé de l'extérieur, plutôt qu'en un acte isolé ou improvisé. C'est dans cette logique que le pouvoir estime que maintenir un régime touristique normal pendant l'enquête aurait créé un risque supplémentaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la décision est présentée comme temporaire mais délibérée. Elle vise à donner aux services de sécurité le temps de revoir les procédures, de filtrer les entrées passées et présentes et de réévaluer les mécanismes de contrôle sans la pression d'un flux continu de visiteurs. Ce choix inscrit l'événement dans une dynamique plus large où la sécurité est traitée comme un préalable à toute normalisation. La suspension du tourisme n'est pas abstraite, elle interrompt des déplacements, fige des réservations et place en attente des milliers de situations individuelles qui dépendaient d'un fonctionnement normal des frontières. Du côté des acteurs économiques liés au tourisme, l'impact est direct. Hôtels, guides, chauffeurs et petites structures locales voient leurs revenus s'arrêter brusquement, sans certitude immédiate sur la reprise. Selon le discours officiel, ce coût est reconnu, mais assumé comme un sacrifice temporaire au regard de ce qui est présenté comme une menace existentielle pour l'État. Pour les ressortissants étrangers déjà présents dans le pays, la mesure introduit une phase d'examen inédit. Les autorités expliquent que les sorties ne sont plus automatiques et que chaque cas doit être évalué individuellement afin de distinguer les séjours jugés légitimes de ceux considérés comme suspects. Cette approche transforme une politique migratoire ordinaire en un dispositif de filtrage sécuritaire renforcé. À l'intérieur du pays, les réactions sont contrastées. Une partie de la population soutient fermement la décision, estimant que la protection du pouvoir en place et de la stabilité nationale doit primer sur toute autre considération. D'autres expriment leurs inquiétudes face aux conséquences économiques, tout en reconnaissant que le contexte n'est pas celui d'une situation ordinaire. Dans l'entourage du pouvoir d'Ibrahim Traoré, cette phase est décrite comme un moment de transition. L'objectif affiché n'est pas de fermer durablement le pays, mais de reprendre le contrôle d'un espace perçu comme fragilisé par des usages détournés. Après les premières arrestations et les informations recueillies par les services de sécurité, ce même canal est requalifié par les autorités comme un vecteur potentiel de pénétration, ce qui modifie brutalement la lecture de ce qui était jusque-là considéré comme routinier. Selon la version officielle, il ne s'agit pas d'un afflux massif ni d'une opération visible, mais d'arrivées fragmentées, espacées dans le temps, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller de soupçons immédiats. Ce sont les recoupements progressifs entre mouvements, communication et rencontres qui transforment des séjours apparemment banals en éléments d'un schéma
plus large. L'hypothèse avancée est celle d'une tentative structurée, soutenue de l'extérieur, exploitant précisément la prévisibilité et la permissivité des circuits civils. À ce stade, maintenir une activité touristique normale est présenté comme une prise de risque inutile, voire comme une faille supplémentaire dans un contexte déjà jugé instable. La suspension de toutes les activités touristiques pour 3 mois est annoncée comme une mesure ciblée, limitée dans le temps, mais d'une portée exceptionnelle. Vols, agences de voyage, circuits organisés et déplacements liés au tourisme sont mis en pause simultanément, envoyant un signal clair à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Économiquement, la chaîne touristique se fige presque instantanément, touchant des acteurs qui n'ont aucun lien direct avec les questions de sécurité. Politiquement, la mesure redéfinit la posture de l'État qui affirme privilégier la prévention à court terme plutôt que la réparation après un nouvel échec institutionnel. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence est présentée comme cohérente avec une ligne plus large. Le pouvoir affirme que la tentative de coup n'est ni accidentelle ni isolée, mais inscrite dans une logique de déstabilisation régionale où les méthodes deviennent plus discrètes et plus diffuses. Dans cette perspective, la fermeture temporaire du tourisme n'est pas une réaction émotionnelle, mais un ajustement stratégique destiné à reprendre l'initiative. Il marque un passage, celui d'un État qui accepte le coût immédiat d'une rupture économique pour affirmer qu'en période de menace, l'ouverture sans filtre n'est plus considérée comme une option viable. Avant la décision gouvernementale, le régime touristique reposait sur un principe simple, des entrées régulières, des contrôles administratifs standards et une présomption de bonne foi accordée aux visiteurs civils. Après la tentative de coup d'État et l'ouverture des enquêtes, ce même cadre est requalifié par les autorités comme insuffisant face à une menace jugée plus complexe et plus dissimulée. La suspension est annoncée pour 3 mois, une durée présentée comme strictement limitée et fonctionnelle, correspondant au temps jugé nécessaire pour examiner les entrées passées, poursuivre les investigations et revoir les protocoles de sécurité. Ce délai sert d'argument central. Il s'agit d'une pause, non d'une fermeture définitive, ce qui permet au pouvoir de défendre une mesure exceptionnelle sans renoncer formellement à la normalisation future. Toutes les activités touristiques sont concernées simultanément, vols liés au tourisme, agences de voyage, circuits organisés et déplacements assimilés. L'absence d'exemption sectorielle est utilisée par les autorités comme preuve de cohérence interne. Aucune faille ne doit subsister pendant la période d'examen, même si cela implique un arrêt quasi total de la chaîne économique concernée. Les sorties ne sont plus automatiques, chaque cas est soumis à une vérification individuelle. Dans le discours officiel, cette procédure vise à distinguer les séjours considérés comme légitimes de ceux susceptibles d'avoir servi de couverture, transformant un flux administratif continu en une série de décisions discrétionnaires encadrées par les services de sécurité. Avant, le tourisme était perçu comme un secteur périphérique, économique et culturel, sans lien direct avec la stabilité politique. Après, il devient un espace d'analyse sécuritaire, intégré au dispositif de prévention et traité avec la même prudence que d'autres points d'entrée jugés sensibles. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette requalification est justifiée par un raisonnement de proportion. Le pouvoir reconnaît le coût économique immédiat, mais le compare à ce qu'il décrit comme un risque systémique, une remise en cause violente de l'ordre politique. Dans cette logique, la perte de revenus sur une période définie est présentée comme mesurable et réversible, tandis que l'échec sécuritaire serait irréversible. Ils servent à légitimer une décision contestable sur le plan économique, mais défendue comme rationnelle dans un cadre d'urgence où l'après est désormais pensé différemment de l'avant. Selon eux, frapper un secteur entier pour des faits attribués à un nombre limité d'individus revient à faire porter un coût collectif à des acteurs sans lien avec la tentative de coup d'État. Guides, hôteliers, chauffeurs et petites entreprises locales voient leurs revenus disparaître du jour au lendemain, ce qui fragilise un tissu déjà exposé à l'instabilité régionale. Suspendre totalement un canal civil sur la base d'enquêtes encore en cours peut, selon les observateurs critiques, normaliser des mesures d'exception et brouiller la frontière entre sécurité temporaire et restrictions durables. Dans cette lecture, la méfiance systématique envers les flux étrangers pourrait nuire à long terme à l'image du pays et compliquer toute reprise future. Les détracteurs estiment que des acteurs déterminés peuvent de toujours contourner des restrictions visibles
et que l'arrêt du tourisme pourrait surtout affecter les visiteurs ordinaires sans garantir l'élimination totale des risques. Il souligne que les réseaux clandestins ne dépendent pas exclusivement de circuits touristiques formels. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le gouvernement affirme que la tentative de coup d'État ne peut être traitée comme un incident isolé, mais comme le symptôme d'une stratégie plus large, utilisant précisément des espaces civils peu soupçonnés. Dans cette optique, la fermeture temporaire du tourisme n'est pas présentée comme une solution parfaite, mais comme une mesure de réduction du risque pendant une phase d'enquête active. Le pouvoir soutient également que l'exception est bornée dans le temps et qu'elle s'accompagne d'un travail de fond sur les procédures. L'objectif affiché n'est pas d'ériger une barrière permanente, mais de corriger ce qui est perçu comme une faille exploitée. La question de savoir comment arbitrer entre protection immédiate et coût différé lorsque la stabilité politique elle-même est mise en question. Ce point marque le véritable basculement du récit officiel car la suspension du tourisme n'est pas présentée comme une réponse ponctuelle, mais comme un levier pour refondre durablement la manière dont l'État contrôle ses accès. Selon les autorités, ces 3 mois doivent servir à reconstruire des protocoles. Il s'agit de renforcer la coordination entre immigration, services de renseignement et contrôle administratif, afin que les entrées futures ne reposent plus uniquement sur des documents formels, mais sur des vérifications croisées plus approfondies. Autrement dit, le tourisme est mis en pause pour permettre une transformation de l'architecture sécuritaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce moment est présenté comme un point médian stratégique. Le pouvoir affirme qu'il ne s'agit pas de se refermer sur soi, mais de réapprendre à filtrer dans un contexte où les méthodes de déstabilisation sont décrites comme plus discrètes et moins conventionnelles. Cette lecture inscrit la décision dans une trajectoire plus longue, au-delà de l'événement immédiat. Quand le tourisme reprendra, sera-t-il simplement réactivé ou profondément redéfini ? Les effets de la suspension du tourisme ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils touchent différemment l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional, révélant des priorités et des tensions distinctes selon les acteurs concernés. En suspendant un canal d'entrée jugé vulnérable, le pouvoir affirme sa capacité à agir rapidement et à imposer des décisions coûteuses au nom de la souveraineté. Cette posture envoie un message clair aux institutions internes comme aux acteurs extérieurs. La stabilité du régime est traitée comme un impératif non négociable. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette approche consolide une image de fermeté, mais elle engage aussi la responsabilité du pouvoir quant aux résultats concrets de l'enquête durant la période annoncée. La suspension entraîne une interruption quasi totale des flux financiers sans mécanisme de compensation clairement détaillé. Hôtels, agences, transporteurs et travailleurs indépendants se retrouvent dans une situation d'attente forcée, dépendante de décisions sécuritaires sur lesquelles ils n'ont aucune prise. À court terme, cette fragilité économique alimente un sentiment d'incertitude, même chez ceux qui reconnaissent la gravité du contexte. Certains voient dans cette décision une preuve que l'État privilégie la protection collective face à des menaces perçues comme réelles et répétées. D'autres redoutent les conséquences sur l'emploi, les revenus familiaux et la vie quotidienne, notamment dans les zones où le tourisme constituait une source essentielle de subsistance. Cette division ne se traduit pas nécessairement par une opposition frontale, mais par une tension latente entre sécurité et survie économique. Dans le Sahel, plusieurs gouvernements expriment une méfiance croissante envers les mouvements étrangers, les organisations civiles et les formes d'intervention indirecte. La suspension du tourisme au Burkina Faso renforce cette tendance et pourrait influencer des choix similaires ailleurs, contribuant à une reconfiguration des flux régionaux et des pratiques de contrôle. Au-delà des effets immédiats, ces conséquences dessinent un paysage politique plus resserré. La mesure ne se limite pas à une réaction ponctuelle. Elle redéfinit les rapports entre ouverture, confiance et sécurité. La question n'est plus seulement de savoir si le tourisme reprendra, mais sous quelles conditions et avec quelles implications durables pour l'État et la société. L'enquête se poursuit pendant la période annoncée, les procédures sont ajustées et le tourisme reprend progressivement sous des conditions plus strictes. Dans ce cas, la suspension apparaît rétrospectivement comme une parenthèse sécuritaire, coûteuse
coûteuse mais contenue, intégrée à un récit de reprise du contrôle. L'État conserve une posture de vigilance accrue sans transformer durablement l'exception en norme. La fermeture temporaire du canal touristique envoie un signal fort aux acteurs perçus comme hostiles, indiquant que les voies civiles ne sont plus automatiquement exploitables. Si aucune nouvelle tentative de déstabilisation n'émerge, la mesure pourrait être présentée comme un tournant ayant renforcé la crédibilité sécuritaire du pays. Sous cette lecture, l'autorité d'Ibrahim Traoré se trouverait consolidée, appuyée par l'argument d'une prévention réussie. Si les enquêtes s'étendent, si de nouvelles menaces sont évoquées ou si les résultats restent flous, la tentation pourrait apparaître de maintenir ou de renouveler les restrictions. Dans ce cas, la suspension du tourisme cesserait d'être un événement ponctuel pour devenir un précédent avec des effets cumulatifs sur l'économie et l'image du pays. La frontière entre mesures exceptionnelles et normalisation sécuritaire deviendrait alors plus difficile à tracer. Ils permettent plutôt de comprendre les marges de manœuvre et les risques associés à chaque trajectoire possible. Le point commun réside dans une tension persistante. Comment restaurer la confiance sans rouvrir ce qui est désormais perçu comme une faille? Observer non seulement la durée de la suspension, mais surtout les changements structurels annoncés à sa sortie, constitue le meilleur indicateur pour juger si cette décision relève d'une parenthèse stratégique ou d'un basculement durable dans la gouvernance sécuritaire. Pourtant, elle illustre une évolution plus large dans la manière dont certains États perçoivent désormais les flux civils, même les plus ordinaires. Le tourisme, longtemps associé à l'échange culturel et économique, est ici requalifié comme un espace de risque potentiel. Ce glissement invite à une lecture plus attentive des politiques de sécurité contemporaine. Il montre comment des mesures prises au nom de la prévention peuvent redéfinir rapidement des pratiques considérées comme acquises. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est concerné, mais toute région où la stabilité politique est fragile et où les canaux civils peuvent être réinterprétés à travers un prisme sécuritaire. Il s'agit de distinguer ce qui relève de la gestion d'une crise ponctuelle et ce qui annonce un changement plus durable de doctrine. Dans le cadre défini par le pouvoir d'Ibrahim Traoré, la suspension du tourisme sert de signal. La priorité est donnée à la maîtrise du territoire plutôt qu'à la continuité économique. La question de savoir comment évaluer une décision lorsque les informations sont partielles, les enquêtes en cours et les justifications fondées sur des risques difficilement vérifiables de l'extérieur. Le spectateur est alors invité à observer les actes plus que les déclarations, les échéances plus que les intentions. Il modifie ces équilibres, influence des perceptions et crée des précédents. Suivre ce dossier, c'est donc suivre un indicateur parmi d'autres de la manière dont certains États redessinent aujourd'hui la frontière entre ouverture et contrôle. Les autorités présentent la suspension du tourisme comme une phase, non comme une fin en soi. Dans leur logique, cette période doit déboucher sur une série d'ajustements concrets destinés à réduire ce qui est décrit comme une vulnérabilité exploitée lors de la tentative de coup d'État. La sortie de crise est donc pensée comme un processus structuré plutôt qu'un simple retour à l'état antérieur. Les services de sécurité sont chargés de finaliser les enquêtes en cours, tandis que les administrations liées à l'immigration et aux frontières doivent intégrer les enseignements tirés des investigations. L'objectif affiché est de mieux coordonner des acteurs qui fonctionnaient auparavant de manière plus cloisonnée. Les autorités évoquent un renforcement des mécanismes de vérification à l'entrée, avec davantage de contrôles croisés et une attention accrue portée au schéma de déplacement jugé atypique. Dans ce cadre, le tourisme n'est plus traité comme un flux homogène, mais comme un ensemble de situations à évaluer plus finement. La durée de 3 mois est présentée comme un repère au terme duquel un bilan devra être établi. Ce moment est censé permettre de décider si la reprise peut s'effectuer immédiatement ou si des ajustements supplémentaires sont nécessaires. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette approche se veut mesurable. La réussite n'est pas définie par l'absence totale de risque, mais par la capacité à réduire les angles morts identifiés. Tout au long de cette séquence, un motif revient avec insistance, celui de la porte qui se ferme pour éviter une chute plus grave. Au départ, il s'agissait d'un silence, d'une suspension soudaine qui surprenait par son ampleur. À mesure que les éléments se sont accumulés, cette fermeture a pris un sens plus précis, celui d'un État qui estime avoir frôlé un basculement et qui choisit d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce rappel n'est pas seulement symbolique, il renvoie aux décisions concrètes prises dans l'urgence
aux coûts acceptés et à la tension permanente entre protection et ouverture. Dans ce cadre, la suspension du tourisme devient moins un acte isolé qu'un marqueur de la période traversée, révélateur d'un climat de défiance et de vigilance accrue. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce moment est appelé à rester comme une référence. Non parce qu'il aurait résolu toutes les fragilités, mais parce qu'il incarne un choix assumé face à l'incertitude. Ce choix parle autant aux partisans de la fermeté qu'à ceux qui s'inquiètent des conséquences à long terme. En revenant au point de départ, une idée s'impose. Lorsque la sécurité est perçue comme menacée, les gestes les plus visibles ne sont pas toujours les plus bruyants. Parfois, ils prennent la forme d'une pause imposée, lourde de sens et de conséquences. Cette décision, prise dans un contexte de tension et d'incertitude, ne se limite pas à un débat institutionnel. Elle interroge plus largement la manière dont les sociétés acceptent, contestent ou accompagnent des choix faits au nom de la sécurité collective. Le cas du Burkina Faso invite à réfléchir au point d'équilibre entre vigilance et ouverture, surtout lorsque les informations disponibles restent partielles et que les enquêtes sont encore en cours. Pour le public, suivre cette situation ne signifie pas adopter une position définitive. Cela implique plutôt de rester attentif aux évolutions concrètes, la durée réelle de la suspension, les conditions de reprise annoncées et les changements structurels qui accompagneront ou non le retour du tourisme. Ces éléments diront plus que les déclarations initiales sur la nature de la trajectoire engagée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce moment constitue un test de cohérence entre discours, actes et résultats. Il pose aussi une question plus large, valable bien au-delà d'un seul pays. La question porte sur jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger sans transformer l'exception en règle et comment les citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur doivent-ils lire ces signaux.